Monsieur le Président, merci d'être parmi nous ce matin. Je vous livre une image la plus synthétique possible de l'industrie en Bourgogne. Vous savez que c'est d'abord chez nous une tradition. Vous êtes dans un pays, ici à Montbard, de vieille tradition. Le Creusot-Monceau, la même chose. Un Figuegnon, on pourra en citer comme ça. Cette tradition fait qu'aujourd'hui, nous sommes restés une région industrielle et fiers de l'être. 6e région en France, 4500 établissements, près de 100 000 salariés, et 25% de l'emploi chez nous est toujours de l'emploi industriel. C'est plus que la moyenne nationale. Nous avons 3 particularités sur lesquelles il faut insister. Une première, un tissu industriel très diversifié, pas de secteur dominant. Un tissu de PME, la plupart du temps sous-traitantes, parfois en deuxième rang, et des PME très souvent installées en milieu rural. Ces 3 spécificités, comme vous le comprenez, sont souvent source de fragilité. La politique dite de filière est chez nous plus dure à mettre en place. Nos PME conjuguent tous les problèmes liés à la sous-traitance. Et en milieu rural, il est plus difficile de trouver le bon équilibre entre l'offre et l'emploi, en particulier dans l'encadrement. La crise a été pour nous un rude coup. Perte d'emploi de l'ordre de 8000 salariés dans l'industrie, dont 40% dans les entreprises qui ont fermé. Une baisse des ventes à l'export en 2009 de l'ordre de 25%. Et nous sommes toujours aujourd'hui dans cette phase critique qui voit un certain nombre de mesures trouver leur aboutissement, leur fin, sans que pour autant la croissance ait pris le relais. Mais pourtant, nos entreprises ont joué le jeu. Utilisation très forte des moyens et des mesures gouvernementales, régionales, départementales mis à leur disposition durant la crise. Rétention à la baisse d'effectifs. On avait suffisamment de mal avant la crise pour trouver les emplois. Et relance de produits nouveaux, relance de l'export. Sur cette toile de fond, des vraies lueurs d'espoir. La première, la Bourgogne s'appuie quand même sur des grands donneurs d'ordre, nationaux ou internationaux, installés en Bourgogne. ArcelorMittal, Michelin, Areva, Alstom, SEB et même l'entreprise, bien sûr, qui vous reçoit ce matin, le groupe Vallourec. Deuxième élément, la Bourgogne a fait le choix de rester une région industrielle. Et là, véritablement, l'ensemble des acteurs publics, consulaires, les élus, tout le monde est bien d'accord pour que cette région développe son industrie, reste à forte connotation industrielle. Et puis, troisième point, nous pouvons nous appuyer maintenant sur 2 pôles, Vitagora et le PNB, qui vivent bien. Finalement, Monsieur le Président, nous sommes convaincus que pour surmonter nos vulnérabilités, c'est aussi d'ailleurs ce qui est ressorti des États généraux en Bourgogne, nous avons 3 priorités que nous partageons, mais qui demandent un accompagnement de l'État. La première, naturellement, c'est de nous renforcer à l'international, à l'export, en tentant de mieux réussir le couple innovation-exportation. La deuxième, bien sûr, c'est, nous attendons là pour le coup des mesures gouvernementales dans la relation donneur d'ordre sous-traitant, vu l'importance de notre sous-traitance en Bourgogne. Et puis la troisième, et ce n'est pas la moindre, c'est la nécessité que nous partageons aussi de revaloriser l'image de nos métiers, de nos savoir-faire, afin d'attirer des jeunes, afin de pouvoir faciliter une meilleure mobilité en termes d'emploi. Nous devons absolument aussi pouvoir mieux gérer le tutorat entre les seniors et les jeunes. Voilà aussi là une nouvelle dimension. Mais pour vous illustrer ce propos, tout de suite, je voudrais passer la parole à Gérard Kottmann, président de Valinox et président du PNB, sur la problématique nucléaire. Monsieur le Président, on parle du renouveau du nucléaire. En fait, il a 2 phases, ce renouveau. Il y a d'abord, bien évidemment, la construction de centrales neuves. Et cette construction-là, elle est essentiellement aujourd'hui en Asie, la Chine, énorme programme, et puis un peu en Europe, la France d'abord, l'Angleterre, l'Italie, mais ça reste encore à venir.
On oublie une deuxième partie du renouveau. Il y a aussi le marché de l'extension de durée de vie des centrales nucléaires existantes. Et ce n'est pas rien. C'est 11 centrales que EDF vient de lancer en appel d'offres, et il y a encore une douzaine de tranches aux États-Unis. Ce sont ces deux facteurs, parce que jusqu'à présent, on vivait chichement que du marché de la maintenance, du renouveau, de la réhabilitation. Ce sont ces deux facteurs combinés qui ont fait la chance des entreprises françaises du nucléaire qui étaient encore là, parce que dans beaucoup de monde, les industries du nucléaire avaient disparu. Donc aujourd'hui, nous avons cette chance-là, et c'est ce double facteur qui motive les investissements comme celui dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui et qui font notre carnet. Mais attention au danger. Un programme comme le programme chinois ou un succès à l'exportation comme celui des Coréens a immédiatement donné naissance de la part de ces deux nations à une volonté de copier la France, finalement, qui est de créer une industrie locale, une industrie domestique des composants. Et je ne vous fais pas de dessin sur nos chances, quand ces industries existeront, de continuer à fournir ces pays, alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, comme la mienne, ça représente 60% du carnet. Alors un seul avenir pour la filière française, en ce qui nous concerne, resserrer les rangs, favoriser les sous-traitants français pour permettre leur croissance. On a l'avantage d'avoir l'expérience dans un domaine pointu, ne perdons pas cet avantage. Et si nous devons être accusés de protectionnisme, assumons. Il y a d'autres nations qui ne s'en cachent pas. Alors, le pôle nucléaire Bourgogne, il est né de ça. Il est né aussi parce qu'il y a une concentration ici unique au monde, d'industrie de la mécanique du nucléaire. Ils n'en ont pas ni au Japon, ni en Russie, aux États-Unis, ça a complètement disparu. Il y a les pièces forgées au Creusot, il y a Areva à Châlons qui fait les générateurs de vapeur et les réacteurs, il y a Inox Nucléaire ici qui fait les tubes, mais il y a aussi et surtout une myriade de PME, voire de TPE de 5 à 10 personnes qui sont très spécialisées dans l'usinage, dans la chaudronnerie, dans les contrôles non destructifs. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force du pôle. Alors le pôle, on a déboulé sur la scène des pôles de compétitivité. Il y a même certains ministères qui se sont dit, tiens, ça existe en Bourgogne, ça, une industrie de la mécanique aussi pointue. Il y a donc de l'avenir pour cette vieille industrie dans un domaine comme le nucléaire. Eh bien oui. Et on a créé un formidable espoir. Aujourd'hui, nous sommes relabellisés, nous regroupons 145 adhérents, c'est 10 000 emplois en Bourgogne, c'est des adhérents qui vont d'EDF, Areva, du CEA, Valinox à des très petites entreprises, et nous avons devant nous, en R&D en particulier, Astrid, le futur projet de réacteur de génération 4. Alors on m'a demandé d'être bref, donc j'ai un message à passer, un seul vœu à formuler. Monsieur le ministre de l'Industrie, qui est à vos côtés, a donné une interview dans un grand quotidien français au mois de juillet, lorsqu'il a nommé 11 filières stratégiques. Un seul vœu, Monsieur le Président. Je plaide pour une filière stratégique dédiée au nucléaire, sous l'autorité de l'État. J'ai répondu d'ailleurs immédiatement à M. Rézeudi en disant oui, 3 fois oui à cette idée. Et le PNB, pôle nucléaire de Bourgogne, est prêt à apporter toute sa contribution. Un deuxième vœu, mais ça vient avec, les Français, vous l'avez dit, n'ont pas toujours l'esprit de travailler en équipe, l'esprit de Mannschaft industrielle à l'allemande, il faut l'initier. Nous souhaitons que les grands groupes nous apportent plus de projets R&D. Merci en tout cas pour votre engagement personnel que nous connaissons et celui de votre gouvernement au soutien de l'industrie mécanique du nucléaire. Vallourec prouve avec l'atelier où vous vous trouvez aujourd'hui que du développement industriel, c'est possible en France. C'est possible grâce à une excellente main-d'œuvre, c'est possible grâce aux ingénieurs, aux infrastructures, c'est possible grâce à ces dirigeants politiques. Vous nous faites un grand honneur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lagarde. Merci, Monsieur Estrosi. Merci à vous deux, messieurs les présidents. Et merci à tous ceux qui sont ici. Je veux saluer Madame le maire, Monsieur le Président du Conseil général, cher François, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président Patria, Mesdames et Messieurs. Je vais vous parler très franchement. La question du nucléaire. C'est une question de crédibilité de la parole politique. On ne peut pas se réjouir quand une entreprise embauche, crée une nouvelle usine pour travailler dans le nucléaire, régionalement ou localement,
et en même temps, dans le cadre d'un débat de politique nationale, ne pas assumer le choix du nucléaire. Il faut choisir. Il faut choisir. Quel choix? Grâce à des dirigeants politiques visionnaires, je pense notamment au général de Gaulle, la France a pris dans les années 60 une avance considérable dans la filière nucléaire. Cette avance n'est pas une donnée statique. Cette avance, si nous ne nous battons pas, si nous n'investissons pas, si nous ne rentrons pas de plein pied dans le développement de cette filière stratégique pour l'économie française, elle tombera. Elle tombera. Le nucléaire ne doit pas être un enjeu politicien. Parce que l'indépendance de la France énergétique dépasse les alternances et par conséquent, le nucléaire ne doit pas être mis dans le débat politicien. Il y a des forces politiques en France qui sont contre le nucléaire. C'est une absurdité, car le nucléaire est une énergie propre. Propre. Ça ne veut pas dire que la France doit faire exclusivement du nucléaire. La France doit faire aussi de l'énergie renouvelable. Mais il n'y a pas une personne sérieuse qui peut dire aujourd'hui que les 62 centrales nucléaires en activité ou en chantier peuvent être remplacées par le solaire, par l'éolien ou par les biocarburants. Personne de sérieux ne peut dire ça. Personne de sérieux ne peut dire cela. Regardez la situation d'un grand partenaire comme l'Allemagne. À la suite de la présence des Verts allemands au gouvernement, ils ont arrêté d'investir dans le nucléaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat se fait sur le maintien des centrales nucléaires existantes, mais on n'investit plus dans le développement du nucléaire. Si on n'investit plus dans le développement du nucléaire, il n'y a plus de nucléaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, je veux que chacun soit mis face à ses responsabilités. En ce qui me concerne, mon choix il est très clair. Les 2 EPR en construction en France, je les ai autorisés, un comme ministre des Finances, l'autre comme président de la République. Voilà. Donc moi, je le dis, c'est un choix stratégique. Je crois dans le nucléaire. C'est une filière incontournable. Et je n'accepterai jamais qu'on arrête le programme nucléaire français. C'est clair. Et ce fut un grand malheur quand, en 1999, à la suite d'un congrès politique, une décision a été prise sur l'arrêt de la recherche dans ce qu'on appelait à l'époque le surgénérateur, mon point de vue. Donc, nous allons investir avec le grand emprunt dans le réacteur de recherche que vous appelez RJH. C'est l'État qui va investir. Nous allons investir dans le démonstrateur de réacteur 4e génération que vous appelez Astrid. C'est un choix qui est fait. Parce que pour faire la course en tête et pas se faire rattraper par les autres, il faut continuer. Et nous allons investir dans l'élargissement de la gamme de nos centrales. On ne peut pas rester avec une seule gamme, une seule centrale EPR. Il faut inventer des centrales nucléaires de nouvelle génération plus petites. Une bagarre entre EDF et Areva serait inacceptable. Je répète, inacceptable. Ces 2 entreprises sont des entreprises qui ont comme actionnaire ultra majoritaire l'État. Accord stratégique entre les 2, chef de file EDF, et pas de bagarre à l'international. Succès coréen, oui, de toute manière, on n'a pas les moyens, Monsieur le Président, de prendre tous les besoins du monde. Nous en reparlerons. Parce que gagner un marché, c'est une chose. Respecter les prix, c'en est une autre. Par ailleurs, il y a dans ce marché d'autres choses. Je pense au retraitement.
que la France est l'une des seules à maîtriser dans le monde. Je pense à la fourniture de combustible, qui est également un intérêt absolument stratégique. N'est-ce pas? L'importance de la filière nucléaire française, c'est que nous avons les combustibles, nous faisons le cœur de la centrale, nous savons construire une centrale et nous savons retraiter les matières produites par la centrale. C'est-à-dire quand la France, par l'intermédiaire de ses entreprises, propose le paquet nucléaire, elle propose en s'engageant de la fourniture du minerai jusqu'au retraitement des déchets. Qui est capable de faire ça? Dans des conditions de sécurité exceptionnelles. Sur la sous-traitance, il y aurait beaucoup à dire. Christian Estrosi s'en occupe par ailleurs très bien. J'aimerais simplement que les grands donneurs d'ordre comprennent que les sous-traitants doivent être respectés. Que c'est l'intérêt des grands donneurs d'ordre. Que la sous-traitance, c'est aussi de la technologie, un patrimoine industriel. Et ce n'est pas parce qu'on est le plus grand et le plus fort qu'on peut faire n'importe quoi avec ses sous-traitants. Parce qu'une fois qu'on tord le cou de ses sous-traitants et qu'on pense trouver moins cher à l'étranger, à ce moment-là, on perd beaucoup dans la qualité du process. Beaucoup dans la qualité du process. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on défende les sous-traitants dans la filière automobile comme dans la filière nucléaire. D'une manière générale, bien sûr, sans parler des décisions un peu scandaleuses qui ont consisté pour des grands donneurs d'ordre, dont certains avaient l'État comme actionnaire, de pousser les sous-traitants à délocaliser eux-mêmes. Scandaleux. Et je pourrais citer des noms. De grands patrons qui, par ailleurs, professent un engagement politique très social et qui ont tordu le bras des sous-traitants pour les envoyer construire ailleurs. Inacceptable. Les sous-traitants font partie du donneur d'ordre. Et avoir un sous-traitant à côté de chez soi, qu'on connaît, avec qui on a de la confiance, qu'on respecte, c'est une grande force pour un donneur d'ordre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une grande force. Voilà. Parce que le jour où tous vos sous-traitants seront partis, que vous ne les connaîtrez plus, vous verrez à ce moment-là ce qui se passera sur vos prix et sur la maîtrise du process et sur la qualité des produits. C'est une erreur, c'est un calcul à la petite semaine de faire une chose comme ça. Enfin, dernier point, la situation économique s'améliore fortement. L'industrie manufacturière au deuxième trimestre 2010 a progressé de 7,1%. Et au deuxième trimestre 2010, pour la première fois, de peu, l'industrie a recréé des emplois, 3 000 emplois. Je ne laisserai pas faire la désindustrialisation de la France, c'est clair. C'est pour ça que nous avons supprimé la taxe professionnelle. Ça représente en année pleine, pour la première année, 12 milliards de prélèvements fiscaux en moins sur les entreprises. Et c'est pour ça qu'avec Christine Lagarde, nous n'accepterons pas qu'on touche au crédit d'impôt recherche. Donc allez-y, reprenez confiance, investissez. Alors je sais bien qu'il y a 2 pôles de compétitivité en Bourgogne, un pôle agroalimentaire, Vitagora, et puis un pôle nucléaire. J'attire quand même l'attention des autorités de la région, du département, et même pourquoi pas de la ville, sur le fait que nous sommes en train de lancer un appel d'offres, vous savez, pour développer ce qu'on appelle les grappes d'entreprise, pour ne pas dire les clusters. Vous voyez, c'est-à-dire nous pensons que si on met des entreprises ensemble, en gardant leur indépendance, on fait une grappe d'entreprise, c'est plus facile de se développer. Et si il pouvait y avoir des projets bourguignons, on serait très heureux de les retenir. Je ne dis pas, c'est un appel que je vous fais, c'est pas ni critique ni quoi que ce soit, mais sachez qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Je rends hommage également à l'action d'Oseo, qui ont fait un très bon travail, parce que en général, les banques prêtent bien volontiers à ceux qui n'en ont pas besoin. Et c'est bien d'avoir Oseo qui prête vraiment à ceux qui en ont besoin, notamment les PME, PMI. Voilà. Donc, je veux dire
d'ailleurs aussi que la Caisse des dépôts et le FSI sont là pour aider vos entreprises s'il y a un manque de capitaux propres. Monsieur le Président, vous faites vous-même la transition sur le financement. Je vais donc passer la parole à deux chefs d'entreprise, Monsieur Marcel de Tournu Équipement et Monsieur Pierron de Protéor, tout de suite pour évoquer cette problématique du financement des entreprises. Monsieur le Président, bonjour. Je dirige Tournu Équipement. Tournu Équipement est une entreprise de 220 personnes située dans le sud de la région. Nous fabriquons des équipements pour les cuisines professionnelles en inox. Donc, pouvons dire que nous sommes une usine tout à fait traditionnelle. Je voulais juste amener un petit témoignage sur une réforme qui a été trop rapidement oubliée, qui a été l'impact bénéfique, en tout cas pour nous, de la LME pour améliorer notre capacité à investir. Un calcul vraiment très rapide. En 2009, nous avons gagné 11 jours de crédit client. À l'échelle de mon entreprise, c'est 1,2 million, 1,3 million d'euros à peu près. J'ai un peu perdu du côté crédit fournisseur, mais en solde net, j'ai gagné 1 million d'euros. Il faut savoir que mon budget d'investissement annuel est compris entre 1,2 million et 1,5 million. Donc l'impact positif pour nous de la LME a été extrêmement important. Je trouve qu'on a un peu rapidement oublié l'impact de cette réforme pour lequel on nous avait promis les pires échecs, parce que c'est pas dans la culture française, etc. Bon bref. Et puis finalement c'est passé et je peux en dire que du bien. Un petit mot vraiment très rapide pour souligner le travail remarquable que fait Oseo. Je trouve qu'on a face à nous un interlocuteur public qui comprend l'industrie, qui dispose de moyens et, encore plus important, qui prend des décisions rapides. C'est-à-dire qui prend ces décisions en rapport, en adéquation avec le calendrier des PME. Voilà, je vous remercie. Et on embraye tout de suite sur Monsieur Pierron. Oui, Monsieur le Président, je dirige un groupe familial de 700 personnes, dont 550 en France. Nous sommes leaders français de l'appareillage orthopédique externe des personnes handicapées. 7 filiales à l'étranger et toute notre production industrielle est réalisée en France. J'aurais un souhait et une question. Un souhait dont vous venez déjà de dire quelques mots. Surtout, ne retirons pas l'aide apportée aux entreprises par le crédit impôt recherche dans le financement de la recherche. Sa mise en place nous permet de combler des écarts existants avec de nombreux pays, je pense en particulier au Canada. Et pour ce qui nous concerne, la mise en place du crédit impôt recherche est une des raisons qui a fait que nous n'avons pas délocalisé une partie de notre bureau de recherche et développement dans notre filiale canadienne pour pouvoir bénéficier de ce qui nous était proposé au Canada. Par contre, ça nous a permis de financer l'embauche de chercheurs, ingénieurs de haut niveau en Bourgogne et ce, avec la participation et l'appui d'Oseo. Ma question, il est grand temps que l'État s'intéresse aux entreprises de taille intermédiaire et les aide dans leur développement, en particulier à l'export. On a souvent le sentiment qu'on aide surtout, et ce qui est bien, les TPE, les PME, et on reste un peu le parent pauvre de l'industrie. Dans notre domaine de l'appareillage orthopédique, le retard pris par rapport à un certain nombre de concurrents étrangers, je pense aux Allemands en particulier, est considérable. Mais l'État allemand a financé pendant de très nombreuses années des implantations et des fonctionnements d'écoles d'orthoprothésistes. Ces orthoprothésistes étant formés sur du matériel allemand, avec du matériel allemand, ils ont continué à utiliser du matériel allemand. Monsieur le Président, qu'est-ce que la France compte faire pour aider les entreprises de taille moyenne à croître et à se développer face à la concurrence mondiale? Merci. Bon, sur le crédit impôt recherche, on n'y touchera pas, je vous l'ai dit. La France a le système fiscal aujourd'hui, je pèse mes mots, le plus favorable du monde en faveur de la recherche. Il n'y a pas dans le monde un système fiscal plus avantageux pour les entreprises qui innovent qu'en France. Je vais vous citer un chiffre. En 2009, il y a eu 80 implantations
venant de l'étranger de centres de recherche en France. 80. Le crédit impôt recherche est sans doute la mesure fiscale la plus efficace de toutes ces dernières années. Non seulement vous, les entrepreneurs français, vous gardez vos centres de recherche en France, mais les étrangers rouvrent des centres de recherche en France. Donc, on y est. Deuxièmement, la taxe professionnelle, ça vaut aussi pour les PME. Monsieur Pierron, je rends hommage à votre pudeur, mais enfin, si j'avais doublé la taxe professionnelle, vous auriez été insistant. On l'a supprimée, c'est 12 milliards d'impôts en moins pour l'entreprise, des entreprises cette année. 6,3 milliards en période de croisière. Ça vaut pour les petites, ça vaut même pour les professions libérales, par parenthèse. Médecins, avocats, architectes. Hein? Donc, c'est une aide puissante. Jamais autant d'aide n'a été mis au service de l'entreprise, des entreprises françaises. Sur Oseo, tenez-vous bien, parce que Oseo fait un travail remarquable, mais avec l'argent de l'État. C'est pas insultant que de dire ça à Madame Perret, elle le sait. Il faut quand même savoir que Oseo, l'année dernière, c'est 3,6 milliards d'euros mis à la disposition de 15 000 entreprises. Je dis 15 000 entreprises parce que ça montre que, malheureusement, on n'a pas 15 000 entreprises du CAC 40 par définition, par construction, puisqu'il y en a 40. Mais pour la Bourgogne, peut-être ça vous intéressera. Oseo pour la Bourgogne aide 1100 entreprises pour une somme de 153 millions d'euros. Donc, on ne fait jamais assez, mais sortez-vous de l'idée qu'on ne fait rien. Enfin, que la France, l'État français ne fait rien. Voilà, pour une région comme la Bourgogne, il y a 1100 entreprises qui ont pris un financement auprès d'Oseo pour 153 millions d'euros. Donc, ce sont des chiffres. Ça montre que, petit à petit, la France est en train de changer sa culture pour aider. Bon. Quand je prends le Fonds souverain, la française, que nous avons créé avec Christine, le FSI a d'ores et déjà investi 1,3 milliard d'euros. Les 2 tiers de cet investissement, je parle sous le contrôle d'Augustin de Romanet, les 2 tiers sont pour des entreprises de taille intermédiaire ou des PME. Les 2 tiers. Bon. Sur le contrat de développement participatif, parce que c'est une chose qu'on a beaucoup travaillé avec les dirigeants d'Oseo, c'est pas tout de vous prêter de l'argent. On ne veut pas devenir actionnaire, mais le contrat de développement participatif, en quelque sorte, ça consiste à faire d'Oseo un peu plus qu'une banque, d'investir, de devenir comme un actionnaire dont l'argent est aussi une partie du capital, sans contester l'autorité du chef d'entreprise, parce que l'un des problèmes des PME, l'enfer, c'est pas simplement que les autres, c'est aussi que le chef d'entreprise, il aime pas trop qu'il y ait un nouvel associé qui vienne. Non, mais pas vous, Monsieur Pierron. Considérez que je parle ni pour vous ni pour la Bourgogne, voilà, pour les autres régions, mais ok, voilà. Mais il y a un peu de ça quand même. Il y a une culture française qui est, quand on a créé son entreprise, on aime bien que le patron chez soi, et que c'est un vrai problème que d'ouvrir son capital. Tout le monde le sait. Enfin, vous le savez parfaitement bien, et notamment dans les PME, Bon, avec le contrat de développement participatif, on a répondu à cette question. On y a mis 1 milliard, Madame Perret, 1 milliard. Il y a 570 millions sur les 1 milliard qui ont été accordés, 6 millions pour la Bourgogne. Ça vient de commencer, mais c'est intéressant. Je vous donne ces chiffres, pas pour vous accabler de chiffres, pour voir que ça pénètre. Enfin, pour le soutien à l'export, Ubifrance, qui aide beaucoup à l'export, a augmenté son volume d'aide aux PME de 40%. Moi, Monsieur Pierron, comme Monsieur Marcel, je suis parfaitement conscient qu'on souffre. On a de très grands groupes en France, on a de très belles PME en France, mais on souffre de ne pas avoir assez d'entreprises de taille intermédiaire parce que trop peu de PME partent à l'assaut de l'export. C'est ça le problème. Bon, donc, avec
tous les moyens que l'on a, on vous aide. On essaie de vous aider, parce que je sais parfaitement que quand on est un chef d'une petite entreprise et qu'on va voir la banque en période de crise, hein, il vous tire le tapis rouge quand tout va bien, et quand tout va mal, c'est pas le dernier à vouloir retirer le tapis. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on a fait Oseo. D'ailleurs, Oseo, pardon de vous le dire, j'étais ministre des Finances quand je l'ai créé. Hein. Je suis désolé, il y avait deux institutions, l'ANVAR et la BDPME. Voilà. On a fusionné les deux parce que je me suis dit, en France, on a la magie pour faire compliqué quand on peut faire simple. Pourquoi deux institutions? Mais pourquoi deux? Et en plus, qui se faisaient concurrence. Bon. On a créé Oseo, ça a bien fonctionné. Je crois que c'est Jean-Pierre Denis, d'ailleurs, qui le premier a conduit cette opération. Je vous parle de 2004, si mon souvenir est exact. Hein, et aujourd'hui, c'est fantastique parce que quand même, c'est une banque Oseo qui existe depuis 6 ans. Tout le monde m'en parle. C'est rare parfois parce que vous savez, parfois on invente des dispositifs puis on n'arrive pas à que ça pénètre à ce point-là. Donc, je vous assure qu'avec Christine, on est très vigilant là-dessus et qu'on va vous aider encore plus. Bon. Mais le compte y est, hein, cette année. Le compte y est. Et je ne vous parle pas du refus absolu que j'ai présenté à toutes les demandes d'augmentation d'impôts. Hein? Parce que il y en a eu des demandes. Donc franchement, la stratégie économique du gouvernement au service des entreprises françaises, ça porte ses fruits. Ça marche. Alors, je suis tout à fait prêt à voir ce qu'on peut faire en plus. Hein. J'ai pas de... Mais utiliser tous les dispositifs qu'on a créés. Monsieur le Président, la suite des États généraux, et en particulier sur l'organisation et le soutien des filières industrielles, qui nous touchent particulièrement en Bourgogne. Pour vous en parler, Thierry Chevrier, directeur de TRW Bourgogne et du pôle automobile Bourgogne, qui sera suivi de Gérard Gandré, président de Celtipast et vice-président de Alizé Plasturgie. Monsieur le Président, j'aurais 3 questions à vous poser au sujet du développement des filières industrielles. Face aux défis conjoncturels et surtout structurels, vous avez demandé aux acteurs de se mobiliser et de s'impliquer à travers les États généraux de l'industrie. Il y a eu un travail exceptionnel de réaliser, notamment au niveau de la filière automobile à laquelle mon entreprise appartient. Grâce à la dynamique de la plateforme de la filière automobile, les premiers résultats sont au rendez-vous, en particulier dans l'échange et l'amélioration des relations au sein d'une filière qui en avait bien besoin, même si aujourd'hui il y a certainement encore des choses à améliorer. Toutefois, une telle ambition d'animation et de développement de filière n'aura de sens que si elle est engagée sur le moyen long terme. Sans l'aide de cofinancement public dans des programmes triennaux, les entreprises ne pourront pas seules assumer les coûts supplémentaires d'animation et de développement de la filière. Ma première question, donc, ces cofinancements publics vont-ils perdurer? Un second point qui concerne le coût global du travail. C'est malheureusement un problème récurrent, mais bien réel au niveau des entreprises. Les marges de manœuvre que nous avons face à nos pays concurrents, et pas seulement les pays à faible coût de manœuvre, sont insuffisantes. Monsieur le Président, sommes-nous condamnés à travailler sans marge de manœuvre, avec pour conséquence directe les délocalisations, ou alors allons-nous avoir plus d'ouverture, en particulier au niveau des charges sociales? Et un dernier point, si les aides aux PME et PMI ont été largement actualisées pour leur permettre de relever les défis de croissance interne et externe, par contre, pour les unités industrielles appartenant à des grands groupes, l'absence de possibilité d'aide effective pour celles-ci les pénalise, voire même peut interdire certains développements en France, alors que ces mêmes développements de projets peuvent être aidés dans d'autres pays européens. Que peut-on faire pour ces filiales de grands groupes? Bon, je ne reviendrai pas sur mon engagement en faveur de l'industrie, c'est bien connu. Je crois dans les filières industrielles. Et je vais vous dire une deuxième chose. Je pense qu'il faut que nous ayons la sagesse de choisir en France
une dizaine de filières industrielles, on ne peut pas investir dans tout. Je pense. Alors, je ne dis pas 10 comme un chiffre symbolique. Enfin, je dis plutôt c'est un chiffre symbolique. Ça peut être 12, ça peut être 15, mais il faut faire l'effort de voir quelles sont les filières industrielles majeures pour nous. J'ai soutenu la démarche des États généraux de l'industrie engagée par Christian Estrosi. D'ailleurs, l'idée nous en avait été donnée par M. Thibault, secrétaire général de la CGT. Et naturellement, ces États généraux de l'industrie, c'est pour développer des filières. Prenons un exemple. Moi, je pense qu'un grand pays, une grande économie, doit savoir fabriquer des trains, des automobiles, des bateaux, des avions. L'absence de vision industrielle aurait pu faire disparaître un des fleurons de notre industrie, qui est Alstom, lorsque Siemens a voulu prendre le contrôle d'Alstom. Si Alstom disparaît, c'est un pan entier de nos industries qui disparaissent. De la même façon, j'étais intervenu puissamment pour que Sanofi, qui est aujourd'hui le 3e laboratoire pharmaceutique mondial, soit candidat au rachat d'Aventis, qu'Aventis ne parte pas chez Novartis, excellente entreprise, Novartis, mais dont le centre de décision est en Suisse. Si Sanofi n'avait pas racheté Aventis, il n'y aurait plus de Sanofi aujourd'hui. C'est une vérité, c'est une réalité. Bon. À l'inverse, le contre-exemple parfait, c'est ce qui est arrivé à Péchinet. Je l'ai dit, mes amis parlementaires le savent bien, jamais, si j'avais été en situation, je n'aurais accepté la disparition, la vente de Péchinet à Alcran. Parce que naturellement, Péchinet a été vendu à Alcran. Alcran a gardé Péchinet tant qu'il a pu. Aujourd'hui, il n'y a plus ni Péchinet ni Alcran. Et j'ai demandé au FSI de racheter ce qui reste de Péchinet. Pourquoi? Pour une raison simple, mais là encore, ce n'est pas une affaire de gauche, de droite, d'opposition, de majorité. C'est une affaire de bon sens. Est-ce qu'une économie au XXIe siècle a besoin de la chimie ou pas? Ma réponse est oui. Alors après, je sais bien qu'à l'intérieur de la chimie, il y a la plasturgie, il y a un certain nombre de choses. Ma réponse, c'est oui. Et quand vous acceptez qu'un grand groupe disparaisse, mais derrière, c'est tous les sous-traitants qui disparaissent. Bon. Donc, on fait ce travail de recensement des filières industrielles. Je pourrais prendre bien d'autres exemples. On a traumatisé la sidérurgie française dans les années 60, prétendant qu'il y en avait trop de production d'acier et qu'il fallait la restructurer. Ben aujourd'hui, quand on voit que le prix de l'acier remonte, parce qu'il n'y en a pas assez, on a l'air malin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réflexion sur l'avenir des filières industrielles. Et ce n'est pas un hasard si j'ai demandé à M. Mittal, quand il a racheté Arcelor, un homme remarquable, de rentrer au conseil d'administration de ADS qui avait bien besoin d'un industriel. Voilà. Mais voyez les erreurs qui ont été faites dans le passé. Mais là encore, ce n'est pas des erreurs parce que c'est la gauche, parce que c'est la droite, c'est des erreurs parce qu'on ne s'est pas mis dans une dynamique de réflexion d'avenir sur la filière industrielle. Pareil que ce que je disais tout à l'heure sur la filière nucléaire. Bon, c'est très simple. Il nous faut une filière énergétique, le nucléaire, l'industrie des transports, je mets dedans automobile, aéronautique, ferroviaire. On ne va pas abandonner l'industrie pharmaceutique alors qu'on a le meilleur système de remboursement de médicaments du monde. On ne va pas uniquement payer des royalties à Glaxo. Il faut réfléchir à l'industrie de la communication. Je veux faire de peine à personne. Mais c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire. Christian me rappelle que sur les 11 filières stratégiques retenues, 300 millions d'euros soutiendront les projets communs qui associeront grands groupes et PME, mais on va investir à fond là-dedans. Bon. Deuxième élément, le coût du travail. Bien sûr.
Si nous avons voulu, avec Christine, alléger le coût de vos investissements par le crédit impôt recherche et supprimer la taxe professionnelle, c'est parce que nous ne voulons pas abaisser le modèle social français. Vous comprenez? Les salaires ne sont pas assez élevés, on ne va pas les baisser. Et avec les besoins qu'on a pour payer les retraites, on ne va pas diminuer. On a fait porter notre effort sur le fiscal pour préserver le social. J'ajoute, je le dis aux chefs d'entreprise, que le budget de l'État paye 21 milliards d'euros d'allègement de charges. En fait, vous ne payez plus de charges sur les salariés au niveau du SMIC dans vos entreprises. C'est l'État qui les paye. Enfin, pardon de le dire comme ça. Vous savez tout le mal que j'ai pensé de l'affaire des 35 heures, qui a tué la compétitivité de l'industrie française et qui a accru le déficit de la France, puisque, en même temps, on vous imposait ça, on était obligé de compenser. Mais l'effort de l'État français est massif pour payer les charges sociales. J'ajoute qu'il n'a pas été facile. Je crois être le premier président de la République qui refusait de donner un coup de pouce au SMIC, qui était la démagogie complète et qui éloignait de l'emploi des gens qui n'avaient pas de formation. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, vraiment, on a essayé de faire le maximum en la matière. Donc, en résumé, on garde les financements, on en mettra d'autres pour développer les filières industrielles, on vous mettra en situation de meilleure compétitivité par l'innovation et par l'allègement fiscal. On ne veut pas toucher à notre modèle social et nous avons un objectif, c'est de rapprocher la fiscalité allemande et la fiscalité française, je pense, sur l'assiette de l'impôt, le taux de l'impôt et les impôts eux-mêmes. Parce que l'Allemagne, c'est notre premier client et notre premier concurrent. Je rêve d'une économie française et d'une économie allemande qui réglerait leurs problèmes de compétitivité sur le plan fiscal en adoptant les mêmes systèmes d'imposition, en tenant compte naturellement des spécificités des uns et des autres. Voilà la politique que nous mettons en œuvre. Monsieur le Président, sur ce même thème, une question de Monsieur Grandet. Peut-être très rapide, la question peut-être directement. Cityplast, c'est une PME de 30 personnes, c'est pas énorme, mais il y en a beaucoup dans la filière plasturgie. Monsieur le Président, la plasturgie Bourgogne est quand même une filière significative par son effectif, dynamique, notamment grâce au soutien de l'État et de la région via Capeco. Capeco, c'est un contrat d'appui à la performance économique et à l'évolution des performances humaines, ou compétences humaines. La richesse humaine est importante pour nos petites entreprises. Et c'est là où on rejoint votre propos sur les difficultés à embaucher des gens qui n'ont pas la formation. Et ça a été solutionné pour nous en partie grâce à ce programme Capeco. Notre filière est principalement composée de PME sous-traitantes, fragilisées par les reprises, je dirais, dans la reprise économique par 2 points. Mais on n'évoquera qu'un seul point, puisque c'est difficile. Le premier point, donc, c'est que depuis le début de l'année 2010, prenant prétexte d'une reprise de l'activité industrielle en général, les producteurs de matières limitent les approvisionnements en France. La plasturgie est à l'origine de la table ronde sur les problèmes d'approvisionnement matière qui s'est tenue le 20 juillet à Bercy, sous la présidence du ministre M. Christian Estrosi. Ces premiers accords devaient avoir une valeur d'exemple dans la politique de la filière et de ce que l'État souhaite mener suite aux états généraux de l'industrie. Mais on ne sent pas l'évolution aussi rapide que le demandent nos petites entreprises. Monsieur le Président, dans le cadre d'un nouvel équilibre économique mondial, comment sécuriser les approvisionnements en matières premières de l'industrie française? Il y a un problème particulier de la plasturgie dont on pensait, dont on espérait qu'il soit résolu au mois de septembre. Christian Estrosi s'en occupe fort bien et lui-même aura l'occasion de réunir le comité de filière chimie et matériaux très exactement le 6 octobre prochain pour faire un point et voir où vous en êtes.
ça c'est pour la plasturgie. Sur la question de l'approvisionnement en matières premières, c'est une question immense qui touche le nucléaire, mais pas simplement le nucléaire, qui touche le nucléaire avec le nickel. C'est d'ailleurs l'un des métiers d'Areva que d'avoir à l'intérieur de ces métiers le cœur de centrale, le retraitement et l'approvisionnement en matières premières. C'est une réflexion que nous sommes en train de mener, c'est parfaitement stratégique. Ça, c'est vrai, et pas si facile que ça à traiter. J'aurai l'occasion, en tant que président futur du G20, de traiter cette question sur le thème de la régulation du prix des matières premières. Le monde ne peut pas continuer comme ça. Je m'en explique en 2 minutes. Nous avons obtenu avec Christine Lagarde la suppression des produits dérivés en matière financière. Enfin, leur suppression. Leur régulation, pardon, c'est plus exact. Leur régulation. Bon. Il existe le même principe de produits dérivés en termes de matières premières. On ne peut pas continuer là-dessus. Si vous prenez le prix des céréales, en 6 mois, il a pris 64%. Ça ne correspond à rien d'autre qu'à la spéculation. Non, mais je sais bien qu'il y a eu les grands incendies en Russie, mais tout ne s'explique pas par cela. Donc le problème de la régulation du prix des matières premières, au-delà, Christian, de la seule question de la plasturgie, est clairement posé. La transparence des marchés, la question des stocks, la régulation des produits dérivés en termes de matières premières, c'est un travail qui est extrêmement compliqué, vous pouvez l'imaginer, mais qui est essentiel pour vous parce que vous êtes trop dépendant de tout ça. Monsieur le Président, un dernier thème qui tourne autour des relations humaines, de l'emploi, de l'attractivité de nos territoires, en particulier en zone rurale. Nous sommes dans une situation paradoxale où à la fois il y a des métiers en tension et un grand nombre de chômeurs. Pour vous en parler, vous interpeller, Bruno Sainte, directeur de Valti, suivi de Michel Zaraï, président de Salzgitter Mannesmann. Monsieur le Président, Metal Valley, c'est l'association des industriels du bassin montbardois. Plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1500 emplois directs, des investissements comme on en rêve, des produits de renommée mondiale. Donc en fait, un vrai creuset créateur de richesses et d'emplois. Et pourtant, on est confronté à un problème. 250 recrutements réalisés dans les mois à venir et un bassin d'emploi qui est déjà tari. Une opération coup de poing lancée par Pôle emploi, 150 convocations, seules 63 personnes se présentent, 20 emplois au bout du compte. J'en suis aujourd'hui à me demander si j'arriverai à réaliser la totalité des commandes du premier trimestre, qui est quand même un paradoxe énorme. On sait que le territoire, on sait que la métallurgie souffre d'un problème d'attractivité. C'est pour ça qu'on a créé Metal Valley, association, j'allais dire, autour des entreprises de la métallurgie. C'est pour ça qu'on s'investit sur le sujet. C'est pour ça que des partenaires comme l'UIMM, comme l'Éducation nationale nous aident. Pour autant, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment le rôle des entreprises de piloter et d'animer la démarche d'attractivité du territoire. Franchement, nous ne le pensons pas. Vous évoquiez tout à l'heure parfois les problèmes de complexité en France. On doit aussi l'avouer, on est un peu perdu devant la complexité des acteurs auxquels on a affaire. Conseil régional, conseil général, communauté de communes, pays, mairie, chambre de commerce. J'arrête. C'est un peu difficile pour nous. Ce que l'on appelle de nos voeux, c'est l'émergence d'un vrai leadership sur le sujet, un pilotage. On a eu avec monsieur le préfet l'illustration de ce que ça pourrait être avant les congés. Bref, on appelle à une vraie prise en main qui dépasse tous les clivages. Faute de quoi, je le redis, ce très bel ensemble ne saura pas produire tout ce qu'il peut produire. Peut-être tout de suite. Oui, bonjour Monsieur le Président. Salzgitter Mannesmann, c'est une société qui est sur le bassin aussi membre de Metal Valley, qui produit des tubes en acier inoxydable que l'on utilise dans le gaz, le pétrole et dans tout un tas d'applications. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a maintenant l'émergence d'industries modernes concurrentes dans les pays émergents qui font qu'en fait les commandes de produits simples que nous avions et on a perdu lors de la crise ne reviendront pas chez nous. Donc nous savons très bien qu'aujourd'hui nous devons nous tourner vers des produits plus complexes et des produits plus techniques dont les marchés sont en plein développement.
Mais Salzgitter Mannesmann, pour vous donner un exemple, on a parlé ici de recherche et développement, de filières, d'intégration avec les sous-traitants, donc je ne m'étendrai pas sur cette partie-là. Mais au niveau du matériau humain, si nous n'arrivons pas à mettre en place ce qu'il faut, nous ne pourrons jamais faire cette montée en compétences. Pour vous donner un exemple, nous avons recruté entre 2006 et 2009 100 CDI, dont 71 en production. Il n'y en avait que 30 qui avaient une formation liée à l'industrie. Il est impossible d'envisager une montée en compétences sur ces produits techniques si nous n'avons pas des profils qui sont disponibles, non pas partout, mais ici sur un bassin. Et on revient sur la problématique de l'attractivité du bassin. Sans attractivité du bassin, nous ne pourrons pas attirer les profils. Et à titre d'exemple, sur les 2 derniers recrutements que nous avons réalisés, 50% des candidats et potentiels que nous voulions prendre, quand ils ont appris la localisation, ont décidé de ne pas venir. Donc pour nous, il est clair que l'attractivité du territoire, ainsi que la présence de capacités de formation et de proposer les profils, est un élément clé pour la survie et pour pouvoir monter en puissance tel que nous le souhaitons. Bon, l'attractivité du territoire, je ne suis pas compétent, du territoire national peut-être, mais entre la région, le département, cher François, et la commune, je suis sûr que chacun a à cœur de faire ce qu'il faut. Parlons-nous là aussi franchement. Quand vous dites qu'il y a des complexités, Monsieur Sainte, vous avez 1000 fois raison. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la réforme des collectivités territoriales. Plus personne n'y comprend rien. Communes, communauté de communes, départements, régions, État, Europe. Et tout le monde demande compétence générale. Naturellement. Comment voulez-vous que ça marche? Impossible. Impossible. Les compétences générales, de mon point de vue, c'est clair, c'est pour la commune, échelon de proximité, et pour l'État, échelon de cohérence. Et dorénavant, les élus qui représenteront le département seront les mêmes qui représenteront la région, avec un partage des compétences entre les deux, pour que vous y compreniez quelque chose. Mais il n'y avait pas simplement ça qui ne marchait pas. Les structures de l'État. Nous avons créé Pôle emploi. Il y avait l'ANPE d'un côté, l'UNEDIC de l'autre. L'un, on vous proposait un emploi, d'autres, on vous indemnisait. Comment voulez-vous que ça marche? Il y avait 25 ans qu'on parlait de la fusion des deux. Nous l'avons fait. Troisième remarque, peut-être là je suis moins d'accord, c'est aussi votre rôle de préparer l'avenir de vos embauches par le tutorat, par exemple. Je vois tout un tas d'entreprises, et notamment d'usines, où le plus ancien est aux côtés du plus jeune, et le plus jeune qui est formé en alternance ou par le biais du tutorat, eh ben c'est une main-d'œuvre que vous aurez de qualité et fidèle à l'entreprise. Bon, il y a aussi des gens qui disent oui, l'entreprise, quand ça va bien, ils font les offres d'emploi, ils les veulent tout de suite, mais dès que ça va mal, c'est au revoir. Je ne dis pas tous, mais il y a un peu ça aussi. Tout le monde le sait. Je comprends, je ne vous en fais pas le reproche. Hein, mais il faut être honnête aussi. Je vois, quand il faut rabattre la voile, on la rabat tout de suite, on se sépare de gens, voilà, et puis après on dit tiens, le vent souffle à nouveau, comment on fait? Bon, ben, si on a du tutorat, si on embauche des jeunes régulièrement, on crée sa propre filière. Bon, je prends toute ma part des faiblesses, hein, mais je l'accepte bien volontiers. Quatrième point, formation professionnelle. Qui comprend quelque chose à l'organisation de la formation professionnelle aujourd'hui? En tout cas, pas moi. Ce sont des sommes considérables, je crois que c'est presque 26 milliards d'euros. Alors, je vais aller dans votre sens, Monsieur Sainte. Vous avez oublié les syndicats, qui sont compétents aussi. Il n'y a pas que les régions, les départements, l'État, les syndicats. Bon. Et
incontestablement, il faut revoir les choses là-dedans. J'ajoute que cette frénésie de mettre ces enfants dans des filières qui n'amèneront à aucun emploi, il faut voir. Les inscriptions dans certaines universités dont les gens savent parfaitement qu'à la sortie, il y a 80% de chômeurs dans telle ou telle formation que je ne citerai pas, et de refuser des formations où il y a 100% d'emploi avec des bons salaires, au prétexte qu'on dit que c'est du manuel ou c'est de l'industrie, c'est absurde. Il va falloir qu'on... Alors, on est en train de changer ça. Comment? Parce que je pense que l'erreur qui a été commise par la société française, c'est de... Si vous sortez de la voie générale, vous n'aurez pas le diplôme que vous propose la voie générale. Évidemment, si le seul moyen pour devenir ingénieur, c'est la voie générale, et si on ne pouvait pas devenir ingénieur par la voie professionnalisante, ben les parents disent je ne vais pas le sortir à 16 ans, il est condamné. Donc on est en train de changer ça, parce que je pense que on ne valorise pas assez en France l'expérience et le mérite. On valorise trop le diplôme. Et je pense que pour devenir ingénieur, ce qu'on est en train de faire là, il y a deux filières, la filière générale, les examens, les diplômes, et puis une autre filière, la filière professionnalisante. À partir de ce moment-là, où le jeune d'une famille qui n'a pas fait pour faire, qui n'a pas de facilité pour faire des études, mais qui a beaucoup d'habileté, il arrivera exactement au même niveau, mais par une autre voie. Bon, je ne veux pas fuir non plus, il y a aussi le problème des sanctions. Il y a aussi le problème des sanctions. Alors on n'a pas pu mettre en œuvre le problème des sanctions avec la crise économique, qui ne facilitait pas. Maintenant que nous sommes en reprise économique, nous allons voir Christine Lagarde et Laurent Wauquiez pour que on soit assuré que toute personne qui est au chômage se donne bien le mal pour trouver un emploi. Ce qui est le cas de l'immense majorité des gens. Alors, dernier point pour aller vraiment au bout avec vous. Notre système n'est pas non plus favorable parce que pour prendre un emploi, il faut être mobile. Or, nous avons tout un tas d'impôts qui empêchent la mobilité. Par exemple, les droits de mutation. Les gens venir habiter dans cette région, travailler dans cette région, François, c'est magnifique, c'est merveilleux. Qui peut ne pas vouloir venir ici? Mais si en même temps, quand vous vendez votre maison ou votre appartement, vous payez des droits de mutation, ça ne vous pousse pas à la mobilité. On ne peut pas dire aux gens, il va falloir dans la vie changer de région, changer de métier, changer de formation et avoir un système fiscal qui freine la mobilité et empêche de déménager. Sans compter les pénalités pour le remboursement d'emprunt quand la maison n'est pas remboursée. Au lieu de vous dire, c'est bien, vous remboursez votre emprunt avant, on vous dit, mais non, en plus on va vous mettre une taxe. Voilà. Donc, je sais bien qu'on a tout ça à remettre d'équerre, mais c'est un véritable scandale d'avoir 9,3% de chômeurs et des entreprises qui viennent vous dire sur le territoire, écoutez, on a 250 emplois à créer, on ne trouve pas de quoi embaucher la moitié de ces offres d'emploi. C'est à pleurer. Alors il y a tout ce qu'on a à faire, qu'on est en train de faire. Puis il faudra peut-être serrer aussi un petit peu la vis, parce qu'il y a aussi parfois de la complaisance dans nos systèmes. Donc, je suis bien conscient de tout ceci. La convention Boost Avenir qui va être signée dans un instant et à laquelle l'État apporte tout son soutien, va aussi vous donner un coup de main là-dessus. Bon. Et enfin, là où vous avez raison, on doit sortir de ce débat un peu absurde, collectivité contre État, gauche contre droite, opposition contre majorité, sur des problèmes de cette nature. Il y a un seul intérêt, c'est l'intérêt national. Voilà. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de votre participation, de votre attention, et vous dire que ce fut un réel plaisir pour moi de revenir dans ce département où j'ai beaucoup d'amis, et où vous démontrez chaque jour qu'on peut être bien enraciné dans son territoire et être compétitif au niveau international. Merci à tous.